On va parler de biodiversité. On va démarrer avec notre expert, c'est vous, Jean-Louis Martin. Vous êtes écologue au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive et directeur de recherche au CNRS. J'avais une première question toute simple à vous poser, puisque la table ronde est autour de la biodiversité. Est-ce que vous pourriez nous définir la biodiversité? C'est quoi quand on met le vocable biodiversité sur une affiche, une thématique, un débat? Bien, comme nous avons 2 heures, non, c'est pas non, pas vraiment, vous avez 2 minutes. Biodiversité, c'est une autre façon de dire la diversité biologique, donc la diversité du vivant. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça peut se raisonner à plusieurs niveaux. Dans une espèce, vous avez une variabilité. Si vous avez des Norvégiens, en général, ils ont les yeux bleus et ils sont blonds. Des Méditerranéens, en général, ils ont les yeux bruns et les cheveux bruns. Si les Norvégiens disparaissent, la diversité génétique de l'espèce humaine aura diminué. C'est la même chose si vous avez des chats noirs, des chats blancs. Si vous n'avez plus de chats blancs, vous avez diminué la diversité biologique. En général, on l'entend quand même au niveau des espèces, c'est-à-dire le nombre d'espèces. Donc, par exemple, dans les étangs, si vous avez, disons, il y a 100 ans, 20 espèces d'oiseaux nicheurs et qu'aujourd'hui on n'en a plus que 10, c'est qu'on a perdu 90 espèces. On a donc perdu de la diversité biologique dans les étangs. Donc ça, c'est la diversité d'une communauté vivante, les étangs. Après, on peut avoir la diversité biologique de différents milieux. Si dans une région, vous avez des forêts, des prairies naturelles, des étangs et des rivières, vous avez plusieurs types de milieux. Maintenant, si vous supprimez votre forêt, vous perdez de la diversité en termes de milieux. Donc en gros, c'est tout ça. Donc c'est énorme c'est en fait toute cette biodiversité, c'est le tissu vivant qui nous permet, nous, de vivre. Alors j'ai une petite question à laquelle je vais essayer de répondre quand même rapidement. Essayez d'imaginer dans votre quotidien qu'est-ce qui n'est pas issu de la vie. Alors si vous me dites le goudron quand je roule en voiture sur la route, eh bien faux. Le goudron a été produit par la vie, qui a produit du pétrole il y a 125 millions d'années, par tout un système, une masse d'organismes dans des lagunes ou dans des océans. Et les petits cailloux qui sont dans le goudron, c'est du calcaire. Le calcaire, c'est une énorme construction qui est faite également par des organismes vivants il y a longtemps. Et donc tout ça, vos chemises en nylon, tout ça, c'est du vivant. Pareil, quand vous mangez quelque chose, c'est du vivant. Si vous imaginez que dans un champ, vous avez donc des machines qui tournent, des engrais chimiques qui sont d'ailleurs issus du vivant puisque c'est du pétrole, etc. Et vous vous dites, c'est l'agriculture, c'est notre technologie qui nous fait manger. En fait, vous avez tout un cortège d'espèces sauvages qui sont dans le sol, des microbes, des bactéries, un monde absolument énorme qu'on ne connaît pas, et qui en général souffrent par les produits qu'on met dessus, mais c'est eux qui essentiellement vous font manger. Donc quand on mange, c'est pareil. Et vous dites, ma maison, pareil, elle est en calcaire, c'est du vivant. Donc moi j'ai trouvé 2 choses, c'est l'acier et le verre. Le verre qui est du sable, qui est issu du granit, mais sinon je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc ça c'est pour vous dire que c'est vivant, mais en plus ça nous fait rêver parce que c'est tellement extraordinaire. Si moi j'ai la chance de travailler sur la diversité de la vie, c'est infini. On n'y comprend que tout un petit pourcentage. Donc c'est extraordinaire, mais vous avez entendu parler d'érosion du littoral, on entend aussi parler d'érosion de la biodiversité. On entend aussi parler beaucoup de changement climatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essentiel des changements aujourd'hui de perte de biodiversité qu'on observe sont liés aux activités humaines autres que le changement climatique. Donc en fait, c'est comme si vous receviez une baffe d'un côté et maintenant on vous en donnera une autre de l'autre côté, qui est la modification du climat. Donc voilà un petit peu ce que moi j'avais à vous dire, c'est qu'il y a un enjeu qui est énorme, et il y a un enjeu qui est énorme, d'autant plus énorme qu'il n'y a pas de plan B. Donc soit on arrive, nous, à négocier le virage, soit le virage se fera indépendamment de nous, donc on n'a pas de choix aujourd'hui de statu quo. Donc ça, il faut l'éliminer. Soit on gère le changement et on essaie de s'en sortir, soit ça changera, mais on ne sait pas comment, et ce n'est pas nous qui serons à la manœuvre. Alors, merci beaucoup Jean-Louis Martin. Aline Baudouin, vous êtes en charge du service biodiversité et espace naturel au conseil départemental de l'Hérault. Merci de nous avoir rejoints. Ce que disait Jean-Louis Martin, finalement, comment vous, au conseil départemental de l'Hérault, vous faites en sorte que
on réoriente, on évolue nos actions, nos comportements? L'Hérault, c'est vraiment un territoire qui va de la mer à la montagne. C'est un gradient paysager qui trouve justement toute son expression en termes de biodiversité. C'est 90 km de littoral et le département s'attache à préserver ce patrimoine depuis déjà de longues années. Christophe Morgault l'a évoqué tout à l'heure. Et notamment à travers la préservation des espaces naturels que le département, donc la loi donne la possibilité au département d'acheter des espaces naturels pour les préserver. Mais je voudrais quand même rajouter que la préservation, c'est pas de la mise sous cloche de territoire. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on fait de la biodiversité, certes, on préserve la faune, la flore, on préserve les paysages, mais surtout, on donne la possibilité aux citoyens de venir se ressourcer dans des espaces de nature, de venir y trouver des activités de loisirs. Donc, ce sont vraiment des territoires ouverts à tous les publics. Jean-Louis Martin a évoqué tout à l'heure l'intervention de l'homme et je sais que vous êtes très attaché à un sujet qui est l'éducation à l'environnement. Alors, je trouve que les deux sujets sont liés parce que très jeune déjà, il faut pouvoir dire à nos enfants que la préservation de la biodiversité, de l'environnement, c'est majeur. Et c'est ce que vous faites au conseil départemental. Tout à fait. C'est, je pense, essentiel aujourd'hui d'éduquer. Et on s'aperçoit d'ailleurs que l'éducation à l'environnement, qui est maintenant quand même un certain nombre d'années, commence à porter ses fruits. Il y a une vraie prise de conscience qui s'opère. Et puis, j'allais dire que nos générations et la génération de nos enfants, on a beaucoup progressé depuis et que les jeunes aujourd'hui commencent à avoir vraiment conscience de ça. Donc au département, on porte une politique forte d'éducation à l'environnement, avec notamment un soutien à de nombreuses associations d'éducation à l'environnement, dont certaines sont présentes aussi ici dans la salle. Et puis on a un outil aussi, qui est un outil assez rare, qui est la Maison départementale de l'environnement, donc que certains d'entre vous connaissent et qui se trouve sur un espace naturel, justement, espace naturel sensible, domaine de Restinclière à Prades-le-Lez. Cette Maison départementale de l'environnement, elle accueille le grand public, elle accueille les scolaires, les collégiens, et elle a pour vocation de sensibiliser, de générer des comportements éco-citoyens. Vous disiez en effet que beaucoup d'associations sont dans la salle, c'est exact. Émilie Varro, vous êtes directrice de l'association Sentinelles de la mer. Dites-nous quelle est votre mission et ce que vous faites. Alors, je suis directrice du CPIE Bassin de Thau, qui est le centre permanent d'initiative pour l'environnement. Mais effectivement, on porte un réseau qui s'appelle Sentinelles de la mer en Occitanie et qui regroupe aujourd'hui pratiquement 45 partenaires, dont Agnès avec l'association Label Bleu. Donc, je rejoins Aline. On est 70 associations dans l'Hérault à s'activer tous les jours aux côtés des citoyens, du jeune public. Sur Sentinelles de la mer, on fait vraiment le lien entre prendre plaisir dans un espace naturel et sur notre littoral et prendre ce plaisir et le rendre utile, parce que souvent nous, ce que les gens nous demandent, c'est qu'est-ce que je peux faire moi face à cette érosion de la biodiversité, qu'est-ce que depuis ma fenêtre, tout à l'heure on le disait, la dame le disait, on a l'impression que c'est pas parce qu'on va économiser notre douche qu'on va sauver la planète. Tout le monde peut participer. Donc Sentinelles de la mer, c'est des sciences participatives. Donc c'est le lien entre les chercheurs et ce que tout un chacun peut faire, c'est-à-dire chacun de vous, quand vous vous baladez, vous pouvez observer des choses, vous en observez plein, et bien ces choses-là, vous pouvez les faire remonter à des scientifiques, à des programmes. Donc c'est ce qu'on fait dans Sentinelles. C'est-à-dire que voilà, on est les yeux que ne pourront jamais être les chercheurs parce qu'ils ne sont que peu nombreux à travailler, et que tous ensemble, par contre, on est des méga sentinelles. Avec les enfants, on appelle ça les super-héros de la nature. Mais c'est vraiment l'idée. Et on encadre plus de 19 programmes différents. Donc ça peut être sur les cétacés, qui sont des incroyables mammifères, mais ça peut être sur les laisses de mer. Voilà. C'est-à-dire quand on ramasse nos déchets pour poissons gloutons, en même temps, on observe plein de choses magnifiques qui sont laissées par la mer. Ces choses-là, il faut les faire remonter puisqu'elles permettent effectivement de mieux comprendre cette biodiversité. Et grâce à ça, ça fait 10 ans qu'on travaille sur un animal emblématique de nos côtes, qui est l'hippocampe. Donc tout ce travail-là, il a été fait qu'en sciences participatives. C'est-à-dire ce qu'on a réussi à acquérir comme information sur l'hippocampe de nos côtes, l'hippocampe de Thau, puisqu'on a découvert grâce au travail avec les scientifiques qu'il était génétiquement unique. Donc on a une petite branche de biodiversité bien particulière sur nos côtes, avec du coup aussi un vrai devoir de préservation. Et ce travail de sentinelle, on le fait avec les citoyens, mais on le fait aussi avec les pêcheurs, on le fait avec les conchyliculteurs. C'est vraiment l'idée que ce soit l'affaire de tous de s'emparer de ça et de pouvoir, on l'espère, apporter jusqu'à une préservation de cette espèce emblématique de nos côtes. Alors je fais le lien avec notre dernier invité, bien sûr vous aurez à réagir, Jean-Louis Martin et Aline Baudouin. C'est vous, Rémi Foissé, vous êtes arboriculteur.
Et là encore, vous mettez en avant des actions en faveur de la biodiversité, la préservation. Je fais le lien, parce que c'est quand même le mot clé de cette table ronde. Expliquez-nous comment, parce que vous n'êtes pas venu seul, hein, j'ai compris. Hein. Oui, c'est pour la suite. C'est pour la suite. Effectivement, je suis producteur de pommes adhérent à une coopérative qui est Cofrudoc, qui est sur Lunel, qui est donc sur le bassin de l'étang de l'Or, même si moi je suis un petit peu dans le Gard. Donc on est quand même sensibilisé par rapport à l'impact de notre activité sur l'environnement. Nous sommes labellisés Verger éco-responsable, qui est un label national qui représente quand même les 2/3 de la production de pommes en France. Et on mène tout un tas d'actions, notamment en faveur de la biodiversité, pas que. Et si la régie peut montrer, on met en place par exemple des plantations de haies multi-espèces qui contiennent des séquences de différentes espèces de haies fruitières qui vont héberger un certain nombre de différentes espèces d'insectes qui vont pour nous être des prédateurs de nos ravageurs. Parce que ne soyons pas... on n'est pas là pour faire les pans sur une estrade. Si on fait ça, c'est pour en avoir un plus. Donc on essaye d'héberger, en fait, d'offrir le gîte et le couvert à des insectes qui vont être les prédateurs de nos ravageurs. Donc les haies multi-espèces sont un maillon de cette chaîne. Il y a une photo d'une haie aujourd'hui. On met en place également, le long de ces haies multi-espèces, des bandes fleuries pour héberger les insectes pollinisateurs. Il y a une photo où il y a une araignée, je ne sais pas si elle passe, voilà ce qu'on peut voir dans nos vergers. On a également un programme avec aujourd'hui ce qui est une association, mais qui est en phase de devenir une entreprise, avec des osmies. Qu'est-ce qu'une osmie ? Une osmie, en fait, c'est une abeille sauvage. Alors, moi, dans mon verger, je suis producteur de pommes, j'ai besoin d'insectes pollinisateurs pour produire des pommes. Une pomme ne peut naître que s'il y a des pépins, donc s'il y a fécondation. Je fais donc appel à un apiculteur et je fais également, maintenant, je travaille également avec une start-up, avec cette association, qui m'amène des larves d'osmies, donc des abeilles sauvages, des larves mâles et des larves femelles, qui vont éclore, qui vont butiner, qui vont même travailler en concurrence avec les abeilles que l'apiculteur va m'amener pour faire en fait une synergie, pour que 1 + 1 soit supérieur à 2, pour faire court. Et ensuite, ces osmies, si à l'image, vont pondre des larves que cette association va récupérer et va pouvoir reproduire les années suivantes dans d'autres vergers. Voilà. Terminez, parce que je voudrais faire intervenir la salle. Allez-y, terminez sur une dernière action, parce qu'on va forcément vous interroger. La dernière action qui est plus symbolique, c'est que sur mon verger d'une 40aine d'hectares, j'ai mis à peu près 150 nichoirs à mésanges. Alors pourquoi des mésanges ? Parce que les mésanges, c'est un oiseau qui va manger beaucoup de papillons, qui sont des ravageurs pour nous. Et chaque année, il faut qu'on les nettoie, ces nichoirs. Et on va vous aider. Voilà, vous voyez que là, j'ai un nid. Hein, et j'avais des débris d'œufs dedans, donc ce nid a été occupé. Chaque année, on les nettoie et on voit que ça a une action favorable sur l'environnement. Voilà, donc des abeilles aux araignées jusqu'aux oiseaux, on essaye de faire ce que l'on peut parce que l'on sait que l'agriculture, de par la surface qu'elle occupe, forcément a un impact important par rapport à ce thème. Allez, je fais intervenir la salle. Qui veut poser des questions ? Qui veut intervenir ? C'est un sujet, je sais, qui mobilise beaucoup. Madame, au fond, attendez, le micro arrive. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir, je suis Nicole Bartoli, j'habite à côté de Béziers. Je voulais savoir si vous pouviez sensibiliser les agriculteurs, viticulteurs et tout, pour qu'ils cessent de labourer la terre, puisqu'on sait très bien qu'en labourant la terre comme c'est fait, ça détruit toute la vie sous la terre. Et par conséquent, on se retrouve avec, comme me disait Hubert Rive il n'y a pas très longtemps, qui s'inquiétait quand même de la disparition des vers de terre. Qui veut réagir ? Allez, monsieur. Alors, là, vous touchez du doigt un aspect. La question paraît simple et la réponse est très complexe. Parce qu'on va déborder sur la problématique phytosanitaire. C'est pas un gros mot, mais ça en fait partie. Aujourd'hui, alors pas forcément en viticulture, enfin moins en viticulture, mais plus en grande culture, la pratique était de labourer.
Maintenant, il y a des agriculteurs qui font de l'agriculture de conservation, c'est-à-dire qu'ils maintiennent des sols occupés par de la végétation en permanence, ils détruisent cette végétation par des herbicides et ils implantent la culture productive en la semant sans labourer pour préserver effectivement toute la biodiversité au niveau du sol. Mais aujourd'hui, comment on détruit un couvert végétal? C'est par un désherbant. C'est par du glyphosate. Et le glyphosate, aujourd'hui, est devenu un gros mot au niveau de la société. Donc comment on fait? La solution idéale n'est pas... elle n'est pas là, quoi. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Madame Baudouin, vous voulez réagir? Juste rajouter peut-être, alors c'est pas sur la question du labour, mais c'est vrai que aujourd'hui il y a des tas de petits gestes en matière d'agriculture qui permettent justement de trouver des alternatives finalement aux pesticides, aux insecticides, etc. On a notamment la question également des chauves-souris qui ont un rôle très important en matière de biodiversité, dont on voit qu'elles peuvent constituer aussi des alternatives aux auxiliaires et des alternatives aux pesticides et aux insecticides. Donc voilà, il y a tout un faisceau de solutions, je pense, qui sont à mettre en œuvre en matière d'agriculture et qui commencent à se mettre en œuvre. Merci Madame Baudouin. D'autres questions? D'autres commentaires? Oui. Allez-y Madame. Rebonsoir, Josiane Amargé. Je sais qu'effectivement, les raisons qui impactent beaucoup la biodiversité, c'est l'artificialisation des sols et l'urbanisation. C'est quand même et les pesticides, puisque vous l'avez dit. Donc, je ne vais pas poser de questions vis-à-vis du conseil départemental, quelles actions il mène là-dessus. Mais est-ce qu'il est envisagé de créer des sanctuaires terrestres et marins pour pouvoir protéger des zones de biodiversité, parce qu'effectivement on peut mettre des nids pour les chauves-souris, des nids pour les hirondelles, mais s'il n'y a plus d'oiseaux pour mettre dans les nids, s'il n'y a plus rien, voilà. Moi je pose des questions pour... Voilà. Jean-Louis Martin, vous voulez réagir peut-être? Un élément de réponse? Non, c'est clair que tout ce que vous avez dit est pertinent et que je pense que ça pose des questions et que... Je pense qu'il faut qu'on trouve des réponses originales. Il y a quand même jusqu'en 1950 à peu près, toute l'agriculture était bio. Il n'y avait pas d'intrants chimiques, donc il y a peut-être des expériences à retenir. Il y a d'autres choses, d'autres grandes tendances qu'on a vues au cours du XXe siècle, qui étaient les remembrements. Là, on vient de terminer un projet énorme qui regroupait 8 équipes dans 8 régions, 7 régions d'Europe, dont la Camargue, donc des régions dans l'ouest de la France, dont des régions en Espagne et une région au Canada, donc des endroits très différents. On a étudié tous les niveaux de biodiversité, plantes sauvages, insectes, les pollinisateurs, les machins, les oiseaux. Il y a eu énormément de gens qui ont travaillé là-dessus. On a fait exactement les mêmes protocoles. Je ne vous dis pas, il y avait 23 000 spécimens. Enfin bon, un méga projet. Ben, figurez-vous que le résultat qu'on a trouvé, c'est que quelle que soit la région, la réponse, c'est que si vous réduisez la taille des champs, vous augmentez tous les services de la biodiversité à l'agriculture. Alors, il y a des gens, et ils auront raison de dire, bah, ça on le savait, les gens qui travaillent dans la campagne le savaient peut-être déjà. Oui, bon, ben voilà. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut qu'on passe par la recherche pour... Et je voudrais juste compléter. Donc ça, c'était la partie un petit peu pratique. Après, je voudrais juste réagir. S'il vous plaît. Parce que j'ai un message que j'aimerais vous faire passer, parce qu'on parle beaucoup de choses qui ne vont pas. J'essaye de vous donner un message un peu constructif. Donc, on a parlé mettre sous cloche. Alors de toute manière, il ne s'agit pas de mettre sous cloche. Et en plus, je dirais que l'idée de vouloir mettre sous cloche la nature fait simplement partie de notre syndrome d'orgueil. On n'y arrivera pas. Je veux dire, la nature ne se laisse pas mettre sous cloche. Elle va réagir. Et donc, ce qu'il faut trouver maintenant, c'est renouveler notre conversation. J'aime bien ce terme, notre conversation avec la nature, et passer d'une attitude de conquête aujourd'hui, qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, à une attitude de respect. Pourquoi une attitude de respect? Ça vaut pour la vie de tous les jours. Parce qu'il y a des limites dans le monde. L'idée qu'il n'y a pas de limites, c'est une idée stupide que certains économistes véhiculent, mais ça n'existe pas. Il y a des limites et qu'on n'arrivera pas à dépasser. Donc il faut les respecter. Et cette attitude de respect, je pense que ça peut être une façon pour nous d'engager cette conversation avec la nature, et ça vaut pour chaque citoyen, ça vaut pour les politiques, en sachant, comme ce que je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de plan B. Soit aujourd'hui on fait les choses qu'il faut, soit on ne les fait pas, et puis
On verra. Adieu. Émilie Varro, vous pouvez l'applaudir bien sûr si vous le souhaitez. Émilie Varro, avant de passer à Laurent Balesta, qui témoignera dans une vidéo. Allez-y, Émilie. Oui, c'était pour répondre à la dame sur l'artificialisation. Deux choses. Il y a effectivement des établissements publics, le département l'a dit, sur l'acquisition des espaces naturels, le Conservatoire du littoral aussi, qui achète des espaces pour les protéger. Et récemment, enfin l'année dernière, est passé dans la loi biodiversité la notion de zéro artificialisation nette. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles il va falloir se battre dans la déclinaison dans les territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut cesser d'artificialiser, ou en tout cas, si on artificialise, il faut rendre une partie de ce qui est déjà artificialisé. Et voilà, avec toute la vigilance qu'il faut avoir autour de ça aussi, puisqu'un espace, une fois qu'il a été artificialisé, ne reviendra jamais dans son état initial, mais d'accord. Donc il y a quand même aussi des petits bémols à mettre sur ces notions-là, et sur aussi les notions, voilà. Alors on va peut-être avancer parce qu'il nous reste 2-3 minutes. On va passer la vidéo de Laurent Balesta, vous verrez, très intéressante, qui est un témoignage et qui va être déclenché par la régie dans quelques secondes. Il suffit d'y aller. Prenez un masque, un tuba, allez le long des digues en bord de mer de Cardon-Palavas, au printemps, nager dans les rivières, dans le fleuve Hérault, et vous allez voir des choses incroyables, incroyables, juste parce que vous aurez passé de la position verticale à la position horizontale dans l'eau. Juste ce basculement, et on change de monde, vraiment, vraiment. Moi, en tout cas, c'est cette sensation, je crois, que j'ai eu gamin ici, sur les plages du littoral héroltais, d'être avec mes parents, avec ma famille sur la plage, avec, vous savez, le brouhaha estival, tout le monde qui joue, tout le monde qui crie, voilà. Et tout à coup on met son masque, on regarde sous l'eau, le son change immédiatement, la vue se rétrécit, et tout à coup on est ailleurs, on est avec l'équipe du commandant Cousteau au fin fond du monde, alors qu'on est à quelques mètres de la serviette et du parasol de ses parents, quoi. En tout cas, moi, c'était ça, petit, je crois qu'il devait me fasciner le plus, tout à coup ce basculement, ce changement d'univers. Et c'est sans doute ce derrière quoi je cours encore aujourd'hui à chaque expédition. Et on peut applaudir Laurent Balesta et applaudir nos invités pour cette table ronde.